Bienvenue sur Work in Progress. Moi, c'est Mathieu et chaque semaine, j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode, vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Que vous vouliez développer votre entreprise ou simplement avancer dans votre carrière, la question n'est pas de savoir s'il est important d'investir sur votre marque personnelle. La question, c'est de savoir comment s'y prendre. Attention, il y a plusieurs pièges, notamment celui de la course au like sur les réseaux, et c'est là que Caroline Mignot vient à notre rescousse. Elle est, pour moi, l'une des mieux placées pour parler de marque personnelle en France, parce qu'elle a réussi à faire décoller ses deux entreprises, Richmaker et Refer, grâce à sa propre marque personnelle. Sans parler de son podcast Marketing Square, qui est devenu une référence et dont je suis absolument fan. Avec Caroline, non seulement vous allez comprendre pourquoi c'est important d'investir sur votre marque personnelle dès aujourd'hui, mais aussi comment vous y mettre avec une grosse dose de motivation. Salut Caroline, bienvenue sur Work in Progress. Salut Mathieu, très heureuse de te retrouver aujourd'hui depuis le temps qu'on se connaît. Je suis vraiment ravi de t'accueillir ici pour parler personal branding ou marque personnelle, parce qu'on ne choisit pas notre époque, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une nécessité de s'autoproduire en permanence pour exister, pour faire du business, et tu le fais très bien. Ce matin, tu as d'ailleurs sorti une punchline sur LinkedIn, on en parlait à l'instant, que j'ai adoré. Mieux vaut construire une marque autour de soi que de se construire autour d'une marque. Je rappelle par exemple que votre profil LinkedIn apparaît en premier sur Google quand on vous cherche, donc c'est votre page de vente perso, autant contrôler un petit peu ce qu'il y a dessus. Et donc voilà, à mon sens, c'est très important, surtout quand on est chef d'entreprise, entrepreneur, d'incarner son entreprise ou son produit et d'investir sur sa marque personnelle dès aujourd'hui. C'est un peu comme un asset qui nous suit toute notre vie et qui va d'ailleurs résister à tous nos chamboulements pro. Mais avant, je voulais te laisser te présenter, Caroline. Eh ben, bonjour Mathieu, ravie de te retrouver. Bonjour à tous tes auditeurs. Je m'appelle Caroline Mignot, je suis entrepreneur dans la tech. J'ai lancé une web app qui s'appelle Richmaker, qui permet aux marques et aux créateurs de se connecter ensemble. Et l'idée, c'est de développer l'influence B2B. Donc, trouver par exemple des podcasts dans lesquels vous faire inviter, ou si vous êtes podcasteur, trouver des invités pour votre podcast. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. La deuxième plateforme que j'ai lancée, ça s'appelle Refer. C'est un SaaS qui permet de demander des mises en relation. Et l'idée, c'est qu'on va permettre aux gens d'utiliser le pouvoir de leur réseau pour pouvoir trouver ce dont ils ont besoin pour faire grandir leur business. Et mon troisième grand projet, tu le connais, c'est mon podcast Marketing Square, qui est juste un gros hasard du destin. Je me suis dit, tiens, je vais faire un challenge de 30 jours et je vais sortir un épisode par jour sur un podcast. Et il a été primé podcast de l'année sur Apple Podcast. J'ai cru que c'était une blague. Et en fait, je vis cette blague depuis 1 an et demi maintenant et je surkiffe comme toi l'exercice du podcast et toutes les rencontres que j'y ai faites. Et si toutes les blagues pouvaient être aussi bonnes que celle-là, quoi. Je suis ultra fan, pour info, de Marketing Square, et donc je remettrai bien sûr, pour ceux qui connaissent pas, celles et ceux qui connaissent pas, le lien dans les notes de l'épisode. Et tu viendras Hem bientôt. et je viendrai bientôt avec plaisir, selon Suspense. quand vous écoutez l'épisode d'ailleurs, ce sera peut-être déjà fait, je sais pas. Mais en tout cas, OK, bah, en fait, tous tes projets, ils sont quand même aussi liés au sujet du jour. Je voulais savoir, sans définition théorique, la marque personnelle pour toi, qu'est-ce que c'est en fait? Et quel est l'objectif? Bah, c'est justement pour, recontextualiser, ce post du jour que tu as vu sur LinkedIn où je disais en fait, la marque personnelle, c'est votre réputation et tu l'as dit à un moment, tu as dit en fait: «C'est particulièrement important pour les entrepreneurs». Alors pas que, parce que pour ceux qui nous écoutent, en fait, sachez que même pour les employés, la marque personnelle, il y a des vrais bénéfices tangibles, notamment aux États-Unis sur les chiffres qu'on a, de 10 à 25 de revenus en plus pour les employés qui ont développé une marque personnelle. Donc avoir une marque personnelle, ça permet de se valoriser dans le monde du travail, que ce soit vis-à-vis de sa hiérarchie si on est salarié ou vis-à-vis de ses audiences et de ses clients si on est entrepreneur et puis même de ses pairs. Mais donc, avoir une marque personnelle aujourd'hui, c'est un capital qui te suit toute ta vie. Donc, c'est un actif que tu travailles et c'est un investissement et non pas une dépense. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de bénéfices à avoir une marque personnelle, d'où l'intérêt de cette punchline où je disais, bah, en tant qu'entrepreneur, je considère qu'il vaut mieux construire
une marque autour de soi que de se construire autour d'une marque. Parce que ça, tu peux le transférer et que malheureusement, si tu investis tout dans ton business, bah, ton business, c'est pas un actif qui travaille toute ta vie. Tu sais pas ce qui peut se passer, tu peux être acheté, il peut se passer des choses avec tes associés. Tandis que bah, toi, ton image, ta marque, ta réputation, bah, quelque part, ça, c'est un effet cumulé qui peut vraiment te servir sur le long terme et quelles que soient les étapes de ta vie. Mmh. Ouais, j'aime bien la comparaison à un actif parce que on pourrait presque dire que si on n'investit pas sur, sa marque personnelle, c'est un peu comme être locataire de sa carrière, quoi. À chaque fois, qu'il y a un souci, tu redémarres à zéro en fait. Parce que tu avais tout mis sur, «Je suis un tel chez LVMH ou un tel» et en fait, c'est important d'exister indépendamment de sa boîte, qu'on soit entrepreneur ou pas. Donc merci beaucoup pour le rappel, Caroline. C'est exactement ça. Après, il y a aussi, si tu veux, en parler, on pourra aussi en parler. Il y a aussi des risques, hein. C'est pas une image d'Épinal, la marque personnelle et surtout, souvent, on en fait un truc de marketeur alors que pour moi, c'est vraiment un outil de développement perso aussi, quoi. En gros, c'est tout sauf un espèce de buzzword, qui n'a pas d'application concrète. Et beh, d'ailleurs, tu as parlé des risques, bah, ça fait la transition sur ma prochaine question. C'est en prenant du recul sur toi, le travail que tu as fait sur ta marque personnelle, quelles sont les étapes pour créer la sienne? Enfin, qu'est-ce que tu recommanderais? Je sais que tu as une méthode et peut-être, à l'intérieur de cette méthode, on verra justement qu'il y a eu peut-être des risques, des écueils, en tout cas des trucs, des pièges par lesquels toi tu es passé. Alors cette méthode, elle ne prévaut pas les risques parce que toute opportunité comporte ses risques, Mathieu. Donc voilà, c'est un message de prévention. On est Heu, averti. mais vous êtes avertis. Mais en tout cas, effectivement, c'est une méthode, j'en avais fait un épisode de Marketing Square qui a hyper bien marché parce que j'en avais marre d'entendre, des coachs en personal branding donner, un peu des formulations nébuleuses, pour pouvoir vendre des consultings hors de prix. En fait, la marque personnelle, c'est un travail que vous pouvez faire vous-même. C'est un peu, toujours la même chose avec le coaching. Faites-vous accompagner seulement si vous y arrivez pas par vous-même. Mais le mieux, c'est toujours de mettre en place les outils par soi-même parce que du coup, bah, on peut ajuster le tir et finalement, c'est un exercice continu. C'est pas, tu vois, du one shot, la marque personnelle. C'est au fur et à mesure que vous allez apprendre, découvrir des choses sur vous, sur votre relation aux autres. Et voilà. Et pour moi, ça, c'est hyper important. La marque personnelle, c'est du développement perso. C'est pas une espèce de façade, un truc à l'américaine, un produit marketing qu'on construit. Donc, il y a effectivement une méthode. Je vais passer dessus très vite. On pourra creuser s'il y a des points qui t'intéressent plus que d'autres, Mathieu. Hésite pas. En tout cas, la première chose pour moi, et c'est vraiment l'étape numéro un, c'est définir son objectif prioritaire. Et là-dessus, il faut que vous soyez no bullshit avec vous-même. Et souvent, c'est le problème en coaching, c'est qu'on n'arrive pas à vraiment sortir en face de quelqu'un bah, ce dont on a envie. Il y a plein de gens qui disent je veux avoir plus de ventes, et en fait, c'est pas vrai. Ils veulent de la gratification, ils veulent de la gratitude, ils veulent être reconnus dans leur domaine. Donc, tu vois, aujourd'hui, il faut réussir à être très clair avec soi-même. Qu'est-ce que j'attends derrière cette marque personnelle? Où je me vois dans 5 ans? Est-ce que dans 5 ans, je veux être chroniqueuse sur France Inter ou je veux avoir déménagé en Colombie dans une villa de rêve parce que je suis déjà à la retraite et j'ai créé une vie sur mesure? Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut être très clair. En fait, les objectifs de vie, ils sont juste pas les mêmes. Donc, définis vraiment ton objectif prioritaire et c'est un à la fois. Tu peux pas à la fois dire, bah, moi, je veux être un entrepreneur émérite, je veux tout péter en création de contenu et puis bah, derrière, je veux fonder une famille. En fait, il faut vraiment un objectif, une priorité, un call to action, comme on dit dans le jargon. Donc, ton objectif, il doit être smart. Tu peux aussi te dire que tu utilises la méthode OKR. Je m'apesantis pas là-dessus, mais pour ceux que ça intéresse, allez vous renseigner. La méthode OKR, pour moi, c'est le futur de la méthode SMART. Ça vous permet vraiment de vous organiser et de dresser un plan d'action concret en fonction d'un objectif. De pouvoir, en fait, dresser un objectif et après, en fait, identifier des toutes petites étapes qui vont vous permettre d'arriver à votre objectif au lieu de regarder ça, comme si c'était un truc intangible. Ça vous permet vraiment de ramener beaucoup de rationalité dans votre démarche. L'étape 2, c'est identifier son client idéal et ça, tu vois, encore là, j'étais en train de déjeuner avec une freelance en no code qui a plein de talent et qui me dit: «Je galère en marketing parce que, j'arrive pas à trouver à qui je vends». Donc votre client idéal, c'est vraiment vous poser les questions: qui a besoin de tes services? Quel est ton meilleur client? C'est-à-dire celui avec qui tu kiffes bosser, où tu as le moins de charge mentale et c'est pas forcément le meilleur payeur. C'est vraiment le truc qui te fait battre le cœur. Donc si c'est les boîtes à impact, même s'ils payent moins pour l'instant, ça, c'est ton taf de pouvoir, avec l'expérience, la seniorité et un petit peu d'expérience marketing, mieux composer tes offres pour gagner plus d'argent en faisant moins. Mais du coup, voilà, dresser un tableau de ton meilleur client et qui a la plus grosse douleur. Et quand vous répondez à ces 3 questions, normalement, vous avez déjà un persona cible qui émerge. Troisième étape, tu formules ton offre.
À partir de là, il faut comprendre quelle transformation tu permets d'atteindre, en combien de temps et pour qui. Tu as résolu ces 3 questions, tu as formulé ton offre. Quatrième étape, on aura l'occasion d'en reparler, connecte avec ton écosystème. 5, tu en as un peu parlé, optimise ton profil LinkedIn, c'est hyper important. Ne vous lancez pas dans votre site internet, on grille pas les étapes, dépense pas l'argent que tu as pas gagné. C'est le meilleur conseil qu'on m'a donné, je pense, de ma vie et de ma vie d'entrepreneur. Donc commencez petit, testez vos offres avec un profil LinkedIn, un profil Instagram. Vous n'avez pas besoin de plus, donc vous cherchez pas d'excuses, pas besoin de plus pour vendre. Sixième étape, établis un planning éditorial. On en parlera, ça c'est le fameux faire savoir qui est hyper indissociable du savoir-faire maintenant, ça fait partie du jeu. Septième étape, gère ton exécution. Et là j'ai mis trouver les bons formats selon ses ressources et voir ce que vous pouvez déléguer ou pas pour avoir un rendu de plus en plus professionnel. Ça va Tu vous aider en fait. j'ai un conseil là-dessus, j'ai souvent la question de gens Ouais. qui disent: «Moi j'aime pas, dans l'exécution, j'aime pas écrire», par exemple. Est-ce que tu conseilles de déléguer dès le début ou pas? Sur l'étape 8? Moi, j'adore dire, «Tu délègues pas ce que tu sais pas faire». Parce que j'ai l'impression que, aujourd'hui, tu as besoin pour être un bon, manager, comme finalement dans le salariat, tu as besoin pour être un bon manager de comprendre à minima, le métier de celui que tu manages ou que tu diriges ou que tu briefes. Donc, moi, j'ai tendance à dire: «Faut au minimum avoir les bases», ne serait-ce que pour pas se faire avoir parce qu'on le sait, hein, le monde du business, c'est un petit peu de la poudre aux yeux parfois, ou en tout cas, il y a un nuage de fumée entre ceux qui sont vraiment compétents et ceux qui savent juste, en fait, bien vendre les choses. Donc, moi, j'ai tendance à dire: «On maîtrise un minimum, on commence à exécuter, on comprend les bases, on est capable d'analyser la charge horaire et puis, bah, derrière, on arrive à sous-traiter comme il faut et même à bien accompagner». Tu vois? C'est vraiment sa responsabilité aussi à soi de bien briefer et bien comprendre, en fait, la réalité du métier. Mmh. Ouais, merci Caroline. Je suis 100 d'accord. Ah, Mais c'est j'ai bon, j'ai tellement la compris que ça question s'intéresse. j'ai tellement la question que, voilà, maintenant je pourrais renvoyer vers, Caroline l'a dit, quoi. Trop bien. Je sais pas si je fais figure d'autorité, mais en tout cas, à ma petite échelle, qui est, travailler avec beaucoup d'écosystèmes différents, c'est un petit peu la règle que je me fixe. Donc ça, la partie exécution, bah, elle est à pas négliger et faut en parler aussi, Mathieu. Bah, la marque personnelle, c'est un métier d'opérationnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du contrôle continu. C'est pas du one shot, ça se délègue pas à des agences. La marque personnelle, vous avez intérêt à l'incarner tout du long. Donc ça, c'était la septième étape. Huitième étape, audit en continu. On reste proche de sa data, on enlève ses œillères et on récolte du feedback au maximum. Ça, t'en parlera peut-être dans ton podcast à un moment. C'est le fameux growth mindset et c'est vraiment un truc qui va vous servir toute votre vie. Et je vous conseille un bouquin que j'adore pour cette partie-là. C'est Antifragile de Nassim Tayeb. Honnêtement, genre, ce bouquin est incroyable et vous verrez au terme de ce bouquin de quoi on parle dans Work in Progress et à quoi va ressembler le futur du travail si on se démerde bien. Neuvième étape, suivre ses statistiques. Et ça, c'est vraiment ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc oui, on audite en continu, on se rapproche de ses auditeurs si on a un podcast, par exemple. Et puis bah, derrière, suivre ses stats, c'est aussi bah, comprendre où on en est par rapport à la complétion de ses objectifs, de ce qu'on s'est fixé. Et dixième étape, Mathieu, évidemment, tester des nouvelles choses en permanence. J'ai appelé ça n'aie pas peur. Et c'est pas impensif que de le dire. Il faut réussir tout le temps à sortir du bois et à vaincre ses propres paradoxes. On est déjà sur une, sacrée masterclass. Merci beaucoup, Caroline pour ce mini cours en 10 étapes qui est hyper concret, hyper actionnable. On pourrait presque arrêter l'épisode ici, Ah non, j'ai trop mais non, parlé, mais tu m'en non, mais veux. non, mais ouais. Ah non, c'est parfait. En plus, je t'ai coupé une fois, mais c'est super précieux ce que tu nous dis et du coup, moi, j'ai une question qui me venait parce que ces étapes-là, tu les as certainement définies aussi a posteriori, à partir de ce que toi, tu as vécu. Ouais. Toi, de manière délibérée, vu qu'on parle d'un actif, ça fait combien de temps que tu bosses sur ta marque personnelle? Qui aujourd'hui fonctionne plutôt bien en plus? Alors merci. Ça fait combien de temps que je bosse dessus? En fait, quand je suis devenue je vous la fais rapide, je vais pas m'étaler sur ma vie, mais il y a un élément de contexte qui est hyper important à comprendre, c'est que moi, j'ai tout perdu du jour au lendemain. En fait, on m'a débauchée pour un job de rêve aux US où je travaillais depuis 8 ans. Donc je suis partie à 21 ans. J'ai jamais travaillé en France à part un an d'alternance et je suis partie à New York et j'ai fait toute ma carrière là-bas et en fait, au bout d'un moment, on m'a fait signer un job de rêve. J'étais hyper contente et en fait, pendant les démarches de visa, mes employeurs ont changé d'avis
Et là, c'est patatras, retour à la case départ parce que je suis en France et en fait, un lundi matin, on m'appelle et on m'annonce qu'en fait, je vais rester en France au bout de 8 ans. Et là, bah, c'est le moment où on s'est rencontrés, je crois, en soirée. En tout Oui. cas, pas loin de ce moment-là, où on avait fait la fête. Notre première rencontre, c'est hyper drôle. Et en fait, à ce moment-là, je perds toute ma vie d'un coup et c'est vraiment c'est le début de moi qui n'ai plus aucune ressource et c'est un truc très vrai qu'on peut dire aussi qu'a posteriori, puisque tu en parles des choses qu'on dit avec le recul. C'est en fait, c'est dans les moments où vous avez le moins de sécurité que vous allez être le meilleur. C'est un peu la méthode dos au mur. En fait, à ce moment-là, je perds tout. J'ai pas de réseau en France. Je cherche du boulot. J'ai jamais travaillé en France. Je connais pas le marché français alors que je suis marketeuse. Donc en fait, avoir travaillé aux États-Unis, tout le monde dit ça ouvre des portes. Sauf que c'est quand même des marchés qui sont différents et je vais vous dire, ça enferme aussi. En tout cas, moi, on m'a beaucoup dit que j'allais pas être adaptée et même dans ma façon de travailler, j'étais, un ovni quand je suis rentrée et du coup, Mathieu, mon exutoire, ça a été de commencer, en fait, à me refaire un réseau sur LinkedIn et ma marque personnelle, du coup, ça a été une thérapie, mais vraiment une thérapie, hein. C'est j'ai réussi à reconnecter avec des gens parce que je te dis, en fait, je me suis sentie complètement décalée, complètement inadaptée et j'ai passé des entretiens où on m'a un peu boxée en plus parce que j'étais à un niveau de seniorité, tu vois, 10 ans dans le growth, je me suis retrouvée, à des postes assez, élevés en France, avec pas du tout la culture des entretiens où en fait, on te prend pour un punching ball. Les mecs me disaient: «Oui, tu vas voir Serge, il est pas commode, mais il va chercher à voir ce que tu as dans le ventre». Et en fait, les États-Unis, c'est quand même une culture assez douce, mine de rien. Et quand je suis arrivée en France et que j'ai cherché du boulot, je me suis fait éclater la tête. Mais vraiment, Ouais. je me disais, mais c'est d'une violence. Les entretiens que je passais, on me faisait pas sentir bien, on me poussait dans mes retranchements, on me disait, ah, mais vous êtes touche à tout, mais alors touche à tout, touche à rien, vous savez ce qu'on dit. Et je me disais, oh là là, mais où je suis, quoi. L'enfer sur terre, quoi. Voilà, et LinkedIn, ça a été ma bouffée d'air frais où j'ai commencé à parler de partenariat, j'ai commencé à raconter un peu ce que je vivais et j'ai commencé à faire du building public au moment où en fait, LinkedIn, c'était encore un truc pour chercher du boulot et je me souviens que mon mec de l'époque me disait: «Mais Caro, t'ajoutes n'importe qui sur LinkedIn». Il me voyait, tu sais, répondre aux invitations et j'acceptais tout le monde parce que j'étais une des seules à poster donc ça marchait vachement bien et j'avais plein de demandes d'invitation et il me disait: «Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne LinkedIn, tu rien compris». Tu vois, c'était l'époque où LinkedIn pour les gens, c'était vraiment comme Facebook mais pour tes collègues de bureau, quoi. Ouais, ouais, ouais et donc ça, on parle de ça, c'était il y a 4 ans déjà? 3 ans, ouais, Heu, ouais, 3 ans. j'essaie 3 ans. OK, Ouais, que j'ai j'essaie commencé juste, à bosser. J'avais pas encore lancé ma boîte, mais je commençais à me dire, en fait, j'ai utilisé LinkedIn pour trouver du boulot dans un premier temps et pour me refaire un réseau pro. OK, OK. J'essaie juste de donner cette dimension de temps parce que pour celles ou ceux qui nous écoutent et qui voudraient investir sur leur marque personnelle, à la fois qui se découragent pas et à la fois quand même Ouais. se dire que toi, tu as construit tout ça, ça a pris du temps, tu as démarré comme tout le Mmh. monde, à ouvrir les réseaux sociaux, à partir de pas grand chose, à ajouter des gens et tout le monde est passé par là, en fait. C'est juillet, je retrouve les dates du coup par souci d'exhaustivité parce qu'on a notre Stéphane Bern du podcast en face, maintenant j'ai la pression. Pour retrouver les dates exactes, du coup juin 2020, je me suis pris, le coup de bambou, de ma vie et donc c'est là où on m'a annoncé: «Ah mais en fait tu repars pas, commence à vivre en France» et du coup j'ai signé mon CDI en octobre et j'ai dû commencer à poster sur LinkedIn autour du coup de janvier, on va dire janvier à mars. Du coup 2021, je suis sortie du bois, comme on dit. OK, OK et est-ce que sur ton parcours, on en parlait tout à l'heure, il y a eu des écueils, des trucs genre, des trucs où tu t'es dit: «Là, j'ai fait une connerie» et en fait, si tu devais donner des conseils, à quelqu'un maintenant, tu dirais: «Bah non, fais pas du tout ça, quoi». Ah, j'en ai fait plein et c'est je pense que c'est mon meilleur live sur ma chaîne YouTube, c'est celui qui est le plus regardé, je donne mes pires boulettes sur, LinkedIn et en fait, le live s'appelle, «Comment améliorer sa rédaction sur LinkedIn», quoi. Change ta rédaction LinkedIn et en fait, le moment qui a le plus plu, c'est que je déterre mes pires posts, les posts qui me font honte. Donc il y en a un où, par exemple, en 2021, justement, je cherche un appart, donc c'est le début où je commence à poster sur LinkedIn, je commence à avoir une petite audience et en fait, je suis en train de chercher à acheter sur Paris et c'était la galère et du coup, je dis: «Bah, je cherche à acheter un T2 à Paris», genre je mets une annonce immobilière sur mon LinkedIn. Il y en a une autre Pourquoi où je pas? donne un ouais, non mais tu vois? Il y en a une autre où en fait,
fait, je partage, il y en a même plein d'autres où je partage, des avis sur, des news scientifiques, des trucs où vraiment j'ai rien d'intéressant à dire et du coup je commente. Article très intéressant du New York Post, enfin vraiment le truc genre, voilà qui n'apporte aucune valeur. J'ai eu ma période emoji, où on avait l'impression qu'en fait, j'utilisais un clavier spécial, pour les personnes qui ont des handicaps et du coup, genre, moi, mon handicap, c'était que j'arrive pas à lire les lettres, je vois que des emojis. Du coup, je Mais tu parlais donnais des en emoji. fleurs? Je me Non, mais souviens que c'était tu un donnais des enfer. Non, fleurs. mais c'était un Bah, ouais, enfer. mais c'est Mais ouais, heureusement, le feedback, c'est une la marque de fabrique, c'est cool. puissance du feedback, tu vois? Il y a enfin, un vrai ami qui est venu me voir et qui m'a dit: «Caro, faut que tu arrêtes. On a des crises d'épilepsie en regardant tes posts. Genre, c'est quoi ton problème avec les emojis?» Et en fait, ça marchait. C'est ça qui est et c'est ça, Ouais, c'est un truc qu'il faut qu'on dise pour la marque personnelle. tu étais pas la C seule, hein, à faire des emojis, hein. Ça Ouais, marchait, hein. il faut faire attention et ça, c'est un truc que j'ai découvert avec le temps. En fait, l'appât du gain, que ce soit de l'engagement ou de l'argent, il faut faire très attention à ça. Il faut comprendre que la marque personnelle, c'est vraiment un long courrier et du coup, faut faire gaffe parce qu'en fait, souvent, avec l'appât du gain, vous ruinez votre réputation et c'est un truc que, tu vois, moi, j'ai pas bien géré au début, c'est que j'ai mis vraiment des dingueries et je me suis dit avec le temps: «Vas-y, laisse tes casseroles parce que tu sais quoi? C'est le meilleur moyen de regarder d'où tu viens, quand tu as des petits moments de déprime et quand tu te dis: «Ah, et ben, en fait, je regarde, tu vois, ce que je postais il y a 1 an et demi et je me dis: "Ah bah, j'ai quand même progressé, quoi"». C'est OK, ça a cet intérêt-là et surtout je enfin, après je partage pas mal le fait que si tu as pas un peu honte de ce que tu as fait au début, c'est que tu as passé trop de temps avant de t'y mettre, tu vois? Enfin, il y a un moment, le but c'est de s'y mettre, moi je fais des trucs pourris, enfin maintenant, hein, enfin moi je me prends pas pour plus que je ne suis. Franchement, je fais des posts pourris, mais je me dis: «L'important c'est que ce que je poste soit au moins un minima important pour moi et tant pis si ça floppe, quoi». C'est Reid Hoffman qui disait, «Si vous avez pas honte de votre premier produit, c'est que vous l'avez sorti trop tard» et le mec a quand même Ouais lancé LinkedIn qu'on adore tous les 2, donc il avait du flair. non, mais carrément, c'est enfin, phrase très connue dans le growth d'ailleurs, ça s'applique à pas mal de choses. Hem Et juste, j'avais la question aussi tout à l'heure, tu as parlé des objectifs, c'était quand même le point numéro un de ta méthode. Toi, quel objectif tu t'étais fixé? Est-ce que tu l'as atteint? Est-ce que c'est le même aujourd'hui avec ta marque personnelle? Mon premier, alors, je sais pas si j'ai un objectif de marque personnelle. Ça va sembler, ça va sembler hyper démago ce que je vais dire, je suis désolée. Il y a des auditeurs qui vont se dire: «Putain, c'est vraiment les marketeux, c'est vraiment une sale race». J'ai envie de te répondre, mais c'est vraiment ce que je pense intrinsèquement, c'est grandir en tant qu'entrepreneur. Moi, le plus gros challenge que OK. j'avais, personnel et professionnel, Mathieu, c'est que je viens d'une famille, mes 2 parents, ils sont fonctionnaires. J'ai un background sciences humaines. J'ai pas fait, ni d'école de commerce, ni d'école d'ingénieur. J'ai fait le CELSA, alors tout le monde dit: «C'est une école de com», mais moi mes cours c'était, psychosociologie de la communication, j'ai eu que des matières genre vraiment, pas très, qui te préparent pas du tout, du tout, du tout, du tout à l'entrepreneuriat ou, à faire à travailler à ton compte, quoi et le gros challenge pour moi, c'est que quand je suis devenue entrepreneur, ça m'est arrivé parce que j'ai pas eu le choix. Si j'avais pu rester, salariée et même encore maintenant, moi il y a plein de choses que je kiffe dans le salariat. J'ai jamais rêvé d'être mon propre patron. J'adore avoir un patron, et franchement, je trouve que ça apporte des bénéfices sur plein, plein de choses. Notamment, j'ai un problème pour prendre des décisions, donc je gagnais beaucoup de temps quand j'avais, quelqu'un au-dessus de moi, vraiment. Mais, je vais te dire le truc que j'ai ressenti, le plus gros handicap que j'ai eu, Mathieu, c'est justement que j'avais pas de réseau et j'ai bien vu dès que je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit: «Ah putain, c'est» tu vois, c'était mon point fort. Je faisais des partenariats à New York pendant 8 ans et mon point fort, ça a toujours été mon carnet d'adresses, ma capacité à relier les gens et là, j'arrive en France, je pars de zéro et je me dis: «Putain, en fait, je sais rien faire à part ça». C'est-à-dire que mon truc à moi, c'est que je suis très forte pour créer des synergies entre les gens, mais si j'ai pas de réseau, si je suis pas au contact des autres, il se passe rien, il y a pas de magie. Et du coup, Mmh. c'est mon premier objectif de marque personnelle et je vous jure que ce que je vous dis, ça vient vraiment du cœur. Ça a été de grandir en tant qu'entrepreneur et me reconstruire en fait. Un réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire des amis, de l'affection, ça veut dire, des compétences, une meilleure compréhension du marché. C'est tout ça qui me manquait en fait, pour de vrai. OK, Pas OK. des likes, pas des abonnés, tu vois? Je regardais pas du tout ça. Le piège, bah, ouais, le piège du personal branding. Donc justement, je trouve que c'est assez facile de notamment si on prend juste LinkedIn, mais même ailleurs, de tomber dans le piège un peu de la fame, tu vois? Je recherche à être,
à être connu parce que j'aime bien les likes et donc plus je vais associer un peu le taf que je fais au nombre de likes que j'ai, au nombre de retours et ça, Ouais. ça peut être un gros piège. Néanmoins, c'est quand même important, quand on a un business de se dire: «Bah, si je produis des contenus, il faut qu'ils soient vus». Donc la question que je voulais te poser, c'est toi, quel équilibre tu recommandes? En tout cas, tu t'appliques, entre le faire savoir et le savoir-faire? Parce qu'il y a un temps pour tout, tu vois? Alors, moi, un truc que je dis tout le temps dans la production de contenu et on est tous les 2 là-dedans, donc n'hésite pas à le challenger, c'est pas une vérité vraie, mais ce que je ressens dans la réalité de mon travail, c'est que mon effort, il se place à 80 sur la diffusion. En fait, je fais 20 de création, 80 de diffusion et la sensation que j'ai aujourd'hui pour être dans cette économie de la création avec, beaucoup, beaucoup d'amis maintenant qui sont des créateurs ou des entrepreneurs, si tant est qu'on puisse encore faire la distinction, c'est vraiment le sentiment que toute la difficulté est dans la diffusion et qu'au final, le faire savoir maintenant, on n'a plus d'excuses. Le faire savoir, en fait, on a tous accès à l'information. On a même maintenant des outils d'intelligence artificielle qui deviennent des assistants virtuels de choix pour nous aider justement à mieux structurer notre pensée. Et par contre, le truc qu'on n'a pas encore craqué, c'est la diffusion. Parce que la diffusion, pour le coup, c'est le savoir-faire, pour moi, que les gens ont le plus de mal à obtenir. Mmh. Et c'est un travail de fourmi et c'est aussi, pour moi, je trouve un travail du cœur parce que créer une communauté et pas une audience, c'est être capable de faire le don de soi, de laisser la place aux autres. Donc c'est faut être capable d'aimer et ça, pour l'instant, les intelligences artificielles l'ont pas prouvé, tu vois? Mais c'est je pense que ce que les gens, vont rechercher, chez un créateur, donc ce qui fait qu'on a de la distribution, donc du faire savoir, c'est le pouvoir du cœur, en fait. C'est comment tu fais se sentir les gens. Et ça n'a rien à voir, finalement avec, tu vois, les compétences que tu as acquis, tout ça. C'est comment tu es capable de pousser les autres, de redistribuer la lumière, de donner et de faire avancer, de créer les déclics chez les autres, quoi. C'est ma Mmh. sensation, en tout cas dans ce truc-là. Donc l'équilibre à trouver, heu, pour moi, c'est que évidemment, il faut se former en continu, mais en termes d'effort, il faut vraiment mettre le paquet sur la distribution parce que c'est là où aujourd'hui, en fait, il y a un vrai enjeu. Tout le monde sait créer du Mmh. contenu aujourd'hui, tout le monde et on a tous les outils pour créer du contenu semi-pro avec des Canva, avec des Filmic, avec, tous les outils qu'on a maintenant et le pouvoir de l'intelligence artificielle. On peut créer, mais diffuser, c'est un truc, c'est encore un challenge. C'est presque une bonne nouvelle, hein. Il y a quand même des choses encore qui sont pas remplacées par l'intelligence artificielle. Ah Voilà, il oui, faut faire appel l'humour, aux émotions, il faut essayer. faire appel à l'humour, et donc d'un côté, je trouve ça cool, 80 j'adore ton chiffre, 80 de diffusion, 20 de création. Moi, j'avoue que j'en suis pas là, mais je challenge pas. Je pense que c'est chacun sa vérité et surtout chacun le moment, chacun son moment. Je pense que ça dépend d'où tu en es. Hem Enfin moi, dans mon expérience, comme je sais que ce qui est important, c'est de maintenir une fréquence aussi, c'est-à-dire de se mettre Ouais. à produire et diffuser du contenu, mais de pas perdre, de protéger, une certaine fréquence. Bah, si au début c'est moins enfin si quelqu'un veut se lancer et a moins l'habitude, je lui recommanderais peut-être de mettre un peu moins sur la diffusion, de créer un peu moins et enfin peut-être de soigner plus ses contenus au début et de mettre un peu moins sur la diffusion et petit à petit, de bouger le curseur. Mais peut-être que je me trompe, hein, donc super intéressant d'avoir ton point de vue. Je connais beaucoup de personnes qui ont énormément de talent, énormément de choses à dire, mais en fait, ils n'arrivent pas à le marketer Ouais. et du coup, ils ont pas de diffusion, pas de bouche à oreille et aussi pas d'engagement. Parce que si tu laisses pas la place aux autres, tu as beau être un expert, si les gens ne s'approprient pas ce que tu dis, parce que tu as réussi à parler leur langage et tu as réussi à créer le déclic chez eux, bah, ça reste comme un prof. En fait, tu sais, Ouais, ouais, ouais. tu des profs, vous voyez quand on est au lycée, en fait, il y a des profs, c'est des génies, mais en fait, ils arrivent pas à partager. En fait, c'est exactement cette métaphore-là. On met le doigt sur ce truc-là de en fait, pas tout le monde n'est capable d'être pédagogue et c'est ça le faire savoir. C'est pas, un truc débile de faire des vidéos facecam, c'est comment tu arrives à créer, déclencher les émotions chez les gens et tu vois, va utiliser ChatGPT pour faire de l'humour, pour faire une blague, fais-lui faire des jeux de mots. Vous allez voir, c'est un truc de malade. L'humain sera jamais remplacé, en tout cas pour l'instant, avec ce qu'on a. Si vous faites les tests, vous allez rigoler parce que c'est vraiment, c'est un truc qu'on peut pas remplacer, pour l'instant, OK, la OK. personnalité. Ouais, bah, merci pour le partage. Tu parlais justement des outils. Moi, j'avais encore une CEO au téléphone cette semaine, qui me disait que pour elle,
LinkedIn, c'est comme une montagne devant elle parce elle sait qu'elle devrait y être, mais elle a pas le temps. Toi, comment tu t'organises? Est-ce que tu as des outils pour aller plus vite? Parce qu'en plus, tu es présente sur plein de réseaux sociaux, pas du tout que sur LinkedIn, sur beaucoup de plateformes. Des outils pour aller plus vite, bah, ça, j'en parle dans un de mes épisodes, ça s'appelle la Big Rock Theory. En fait, Ouais, j'ai créé une boucle de contenu, on appelle ça dans le jargon les growth loops et en fait, je crée beaucoup de contenu à partir d'une seule thématique. Je vous donne un exemple tout bête de boucle de croissance pour que ce soit plus concret. En fait, je vais faire un post LinkedIn qui cartonne. Mon post LinkedIn, du coup, je vais en faire un épisode de podcast. Mon épisode de podcast, je vais en faire un live. Mon live, je vais le découper en snippets pour les réseaux sociaux avec, des petites vidéos, avec des petits teasers. Je vous passe les détails parce que sinon je pourrais vous en parler pendant 1 heure. J'ai tout un mapping de comment est-ce que j'éclate pour faire mes teasers. Je resserre derrière avec un best of. Mais il faut que vous soyez capable de créer, utiliser un outil comme Miro, M-I-R-O et créez-vous en fait une cartographie de comment est-ce que je crée mon contenu et comment est-ce que je l'éclate. Et la Big Rock Theory en fait ça raconte ça. C'est vous avez un contenu long et à partir de ça, vous allez en faire plein de petits morceaux et ça va donner en fait, des gens qui viennent vous voir en disant: «Mais comment tu fais rentrer tout ça dans une journée?» Et derrière en fait, moi j'ai peut-être, tu vois bah, là avec le podcast 2, mais 2 thématiques par semaine, mais derrière j'en fais plein de contenus et j'ai trouvé plein ouais. d'idées malines pour les redistribuer sans que ça soit du dupliqué ou du réchauffé. Donc sur tes réseaux sociaux, raconte différentes parties d'une même histoire, mais tu peux déjà resservir, un truc qu'on fait pas assez et que moi je trouve assez génial, qui marche hyper bien, c'est que sur mon Instagram, je mets le teaser de mon post LinkedIn. Donc en fait, moi je soigne l'accroche de mon post LinkedIn tous les jours, je publie. Je vais soigner l'accroche et je vais mettre du coup un petit teaser. Je prends un screenshot de ça, ça me prend 1 seconde et je le mets sur Insta avec un petit call to action, un appel à l'action où je dis, tu vois, je vais prendre l'exemple de mon post du jour comme ça, je vous raconte un peu comment ça fonctionne. Mon post du jour, c'est influenceur LinkedIn égale loser avant être influenceur B2B, c'était un peu. Et en fait, là, j'ai mis un lien avec marqué pas venu pour souffrir, ok. Et du coup, tu vois, l'audience Instagram, c'est pas LinkedIn. LinkedIn, ils veulent apprendre quelque chose. L'audience, l'audience Instagram, ils sont plus là, ils ont besoin que tu aies de la dérision, que tu te prennes pas au sérieux. Donc en fait, quand tu redistribues tes posts comme ça, mais en fait, peut-être que je vais faire, je sais pas, une cinquantaine de clics seulement, mais c'est ça le jeu. C'est au bon moment, envoie du jus dans l'algo dans les 2 premières heures, quel que soit le post que vous Ouais. faites. Les durées de vie des posts diffèrent sur les réseaux sociaux. Donc prenez pas ce que je vous dis au pied de la lettre. Sur Instagram, on est sur 20 minutes. Sur LinkedIn, on est sur 1 heure, voire 2 heures. Twitter, on est sur quelques minutes. Ça dépend vraiment des réseaux sociaux. Mais en tout cas, il faut que vous compreniez un truc. Dans les premiers temps de diffusion d'un post, c'est là où il faut envoyer du jus. Donc créer des canaux qui s'interconnectent entre eux, du genre, juste après mon post LinkedIn, ma newsletter, elle sort et dans ma newsletter, je renvoie vers un post LinkedIn. Ça, je l'ai fait ce matin. J'ai dit, voilà, ce matin, je parle des workfluenceurs. Plus d'infos ici et paf, je ressors mon post LinkedIn. J'envoie du jus, en fait, au tout début et ça fait que tu flattes toutes les plateformes les unes après les autres. Donc, en fait, tu Mmh. fais de l'acquisition partout et tu crées un système où les gens, en fait, ils sont tout le temps connectés à toi, quels que soient les supports. Créer des ponts entre les plateformes, c'est une super idée, enfin, c'est ultra puissant. Merci pour le partage Caroline. En fait, on se rend compte que une cartographie, c'est pas un hack, hein, c'est quand même du taf, mais Ah tu t'es oui. posé à l'avance, il y a une énorme stratégie derrière, donc ce qui paraît être, parfois un peu hasardeux, ah allez, bah, non, en fait, derrière, tu l'as pensé, tu l'as réfléchi et je pense que c'est important aussi de de garder ça en tête. C'est quelque chose qui est drivé par un système et pas juste par tes émotions, du jour, quoi Ah non, et je trouve clairement. ça vraiment top. Hem, Après, pour décomplexer aussi parce que de l'extérieur, on se dit: «Waouh, mais c'est tout un» en vrai, moi, j'ai commencé par faire du chaos, hein, les gars. C'était un enfer. Genre mon LinkedIn, il y a plein de gens qui m'ont dit mais parfois on m'envoyait quand tu postes 1 fois par jour depuis 2 ans, tu postes des trucs qui sont nazes parfois et il faut être OK avec ça. Donc dites-vous aussi ouais. si vous m'écoutez et que vous dites: «Oh là là, je dois aller sur Miro, pour cartographier des trucs que j'ai même pas encore testés», commencez relax. Honnêtement, hein, maintenant c'est devenu un métier. Il y a que la pratique qui vous rendra bon. Donc commencez sans vous prendre la tête, en vous disant avant de créer un système, avant d'automatiser quoi que ce soit, ça c'est encore un principe, un précepte du growth, c'est do things at don't scale. Faites des choses à petite échelle. C'est Paul Graham qui disait ça, le patron de Y Incubator. Donc en fait, vous commencez à la main
faites des choses à votre rythme. Et ensuite, une fois que vous avez craqué des trucs qui fonctionnent, vous en faites un système. Mais c'est dans cet ordre-là. Donc vous alourdissez pas, et vous mettez pas des complexes avec, toute cette sémantique et cette chimie et cette mécanique. Commencez comme vous pouvez par dérisquer des hypothèses, faites des choses, mettez-vous en action et les choses bougeront autour de vous. Mmh. C'est top. Merci beaucoup pour tout le partage, Caroline. Je vois que l'heure tourne et j'ai absolument quand même envie de te lâcher à l'heure, mais surtout de te poser, il y a 2 questions que je voulais absolument te poser. Tu as lancé il y a pas longtemps, un canal assez drôle d'ailleurs, LinkedIn, je sais pas si tu prononces comme ça, mais en gros tous les messages pépites que tu reçois et c'est vrai qu'on reçoit tous et de plus en plus quand tu as une grosse audience comme toi, des messages un peu gênants, des gens qui cherchent à profiter, à abuser et je voulais savoir comment toi, tu gérais justement toutes les réponses en attente et à l'intérieur de toutes ces sollicitations, comment tu identifies les profiteurs ou les abuseurs? Parce que c'est chaud de dire non aussi, tu vois? Dans sa marque personnelle, si tu dis non tout le temps, bah, Ah c'est ouais. toujours un peu l'équilibre, quoi. Ouais, et puis c'est aussi ça dans marque personnelle, tu vois? Il y a toujours un côté pédant, un peu élitiste qui dérange. C'est pour ça que je vous dis toujours, c'est du développement perso et c'est pas genre le voyez pas comme, une façade marketing. C'est qu'en fait, j faut jamais oublier quand tu as une «marque personnelle» entre guillemets ou juste de l'audience, faut jamais oublier d'où tu viens et surtout, c'est que LinkedIn. Tu vois? Ceux qui sont là, qui se laissent griser par quelques likes, je me dis: «Waouh, c'est dangereux» et tu sais, c'est ce truc, ce sociotype des gens qui supportent mal le pouvoir. Tu les as en école quand ils sont dans les BDE, tu les as dans la vie pro parce qu'ils ont été promus managers. En fait, il y a toujours des gens qui commencent à genre faire des dingueries juste parce qu'on leur donne un peu de pouvoir et ça, je me dis toujours genre, si tu commences à te laisser griser à ce stade parce que genre tu as une belle marque perso ou tu as du succès sur les réseaux sociaux, tu es mal barré dans la vie parce que tu vois, moi j'espère que on aura bien plus que ça dans nos vies que des likes sur les réseaux sociaux ou une marque personnelle. J'espère qu'on va vraiment faire genre des trucs de ouf, tu vois, des trucs plus qui traduisent plus que juste avoir une audience sur les réseaux sociaux. Et je pense que pour moi, ma façon de résister aux, comme tu dis, les profiteurs, les abuseurs, c'est déjà pas les mettre dans cette case-là. Parce que OK. en fait, si tu te dis, et tu vois, ta carte, c'est ton territoire. Ça m'a fait beaucoup avancer dans la vie et particulièrement les réseaux sociaux. Tu as beaucoup de relations sociales. Donc, il faut absolument se faire accompagner parce que honnêtement, c'est un truc, tu peux facilement faire des burn-out. Je vois plein, dans les créateurs, il y en a plein qui vrillent, hein. Et il faut Ouais, vraiment j'en faire, vois aussi, ouais. il faut accepter quand tu deviens entrepreneur ou créateur que tu as beaucoup d'interactions sociales. Faut accepter que ça marche moins bien qu'avant parce que comme tu vis tout démesurément, en fait, au lieu d'avoir 10 interactions dans la journée, tu en as 100. Donc forcément, tu as l'impression que tout va mal parce que tu as beaucoup plus de ratés qu'avant. Mais c'est juste proportionnel, en fait, à ta somme d'interactions. Donc, il faut réussir à te dire que les gens sont pas des profiteurs ou des abuseurs et il faut réussir à te dire, OK, en fait, moi, à un moment, j'ai peut-être été le malpoli de quelqu'un. Et quand tu cherches une opportunité, moi, un truc que me disent souvent les mecs qui abusent justement, ils me disent: «Ah bah, je voulais la tenter au cas où». Moi, ma spécialité, c'est qu'il y a plein de gens qui se font des trucs concurrents à Richmaker, par exemple, et qui me contactent en disant: «Oui, j'ai une plateforme qui met en relation des marques et des créateurs. Je pense que ce serait top pour ton audience que tu parles de ma marque». Et je leur dis: «Bah, en fait, je te souhaite le meilleur du monde. Il y a de la place pour tout le monde. Je déteste jamais mes concurrents, mais par contre, enfin, tu te doutes bien que ce serait vraiment bête de ma part de mettre en avant mon concurrent direct sur mes canaux. Et tu vois, les mecs, à chaque fois, ils me disent, et au début, je me sentais vachement insultée, ils me disent: «Ah bah, au moins, j'aurais essayé». Et au début, je me disais: «En fait, ils pensent que je suis bête ou quoi? Ils pensent que c'est parce que je suis une nana ou parce que» je me disais: «Ça veut dire quoi? Plus c'est gros, plus ça passe, ça veut dire quoi quand les gens te disent ça? Ça veut dire que» et en fait, avec le temps, j'essaye de mettre plus d'amour dans mon cœur et de me dire: «Voilà, il faut qu'il en reste pour les autres et il faut pas voir les choses comme ça». Et je pense que votre façon à vous de vous protéger de ça, la meilleure façon de vous protéger, c'est surtout pas vous fier à vos perceptions et vous allez vous sentir attaqué, vous allez vous sentir abusé en permanence comme les journalistes. Toute la journée, on leur fait des sourires et tu sais, au bout d'un moment, dès qu'ils donnent l'heure à quelqu'un, on leur dit: «Ah, je peux passer sur BFM». Enfin, mes copines journalistes, c'est un enfer aussi, tu vois? Tu plus de relation vraie avec les gens. Moi, j'ai pareil avec le podcast. Les gens, ils sont trop gentils. Au bout de 2 secondes, ils me disent: «Ah, d'ailleurs, j'aimerais bien faire un épisode». Et je me dis: «Ah, bon, bah, voilà». Mais il faut réussir à se dire: «Moi, à un moment, quand j'ai rencontré quelqu'un qui présentait une opportunité, parce que j'étais jeune, parce que j'étais maladroite, parce que, j'avais pas d'empathie et ben, en fait, j'ai été cette personne qui, genre, trop rapidement demande un service et blesse ou, tu vois? Donc
Voilà, j'ai pas de meilleur hack que celui-là, changer sa perception. Je pense que ça permet vraiment de se protéger et hem et je sais pas, et après il y en a plein qui répondent pas du tout en mode: «Ils méritent pas mon énergie». Moi, j'aime bien quand même répondre aux gens. J'essaye toujours d'être cash, même si ça plaît pas. J'essaye d'expliquer toujours la raison. Voilà, quand c'est des compétiteurs, je leur mets pas un vu. Je leur dis: «Bah, je serais bête d'accepter, j'espère que tu comprends». Un petit mot gentil et puis, bah, quand les gens ils me traitent mal, je leur Mmh. dis: «Bah, écoute», tu vois, quand tu es influenceur, il y a pas longtemps, on m'a fait encore une dinguerie. Une nana, elle me dit: «J'ai du mal à vendre mes places pour mon événement». Et je lui dis: «Bah, écoute, si j'interviens pas dans ton événement, tu te doutes bien que tu fais payer des places, c'est des conférences privées. Moi, je peux pas faire la promotion gratuitement d'un événement privé, tu vois? Tu es pas une association, C'est ouf. heu, voilà». Je lui dis: j'ai envie de t'aider et ton projet est super», mais je dis: «Soit j'interviens à ton événement et je veux bien en parler, soit en fait ça n'a je peux pas dire aux gens, achetez vos places pour, l'événement de un tel où j'interviens pas. C ça Je vais commencer à être la foire si je fais ça». Et en fait, la personne m'a dit: «Ah oui, mais heu on te proposera peut-être d'intervenir». Et derrière, ils ont fait des grosses coms sur les réseaux sociaux. Ils m'ont jamais invité ni même offert une place pour l'événement et ils m'ont mis partout sur leur événement. Et j'ai des gens qui Non. sont venus me voir en me disant, dont des copains à moi qui m'ont dit, d'autres créateurs de contenu, qui m'ont dit: «Bah, ils m'ont approché en disant que, ils organisaient l'événement avec toi». Et tu vois, je me suis dit: «C'est pas correct». Donc voilà, quand ils sont venus me voir, bah, j'ai pas mis un vu, j'ai pas été passive agressive. Je leur ai dit: «Voilà, il faut que je vous explique. Moi, je trouve que voilà, ça manque de correction». Et ça, c'est un deuxième conseil que je vous donnerais. Ça vaut ce que ça vaut et je suis pas parfaite, hein, dans les interactions humaines, mais j'essaye toujours de dire clairement ce que je pense et d'avoir aucun sous-entendu, le moins de manque de communication possible, d'être carte sur table, quitte à ce que ça vexe, mais au moins on me reprochera pas de pas avoir été honnête, Mmh. voilà. OK, garder les pieds sur terre, rester droit dans ses bottes, répondre, à tout le monde, mais de manière cash, j'aime bien. C'est une très bonne discipline et malgré tout, tu vois, on parle de réseaux sociaux. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de marque personnelle, de networking à l'ancienne, mais mais je crois que je vais devoir te libérer, Caroline, après. Si tu as une minute quand même, comment toi tu gères la charge mentale? Parce que tu es quand même dedans depuis un petit moment. Tu vis tout intensément. Tu as parlé tout à l'heure de se faire accompagner. Toi, tu as mis délibérément, tu as mis un peu des barrières, tu as mis en place des choses pour ça? Ouais, je teste, honnêtement, je teste en permanence. Il y a des choses que tu peux déléguer dans ta marque personnelle. Par exemple, je me fais aider sur le podcast, sur la partie création des épisodes, parce qu'en fait, bah, tout ça, c'est encore du faire savoir une fois que tu as créé. La description qui est optimisée SEO, c'est du faire savoir. Les posts sur les réseaux sociaux, c'est du faire savoir. Les découpages, les teasers, les trailers, c'est du faire savoir. Là-dessus, je me fais accompagner sur la prod. Maintenant, j'ai un monteur à temps plein. Donc ça m'aide beaucoup sur le podcast. J'ai une content manager qui m'aide, sur toute la partie, justement, défrichage, des épisodes, vérifier mes fautes d'orthographe parce que moi je travaille beaucoup en dernière minute, donc ça a toujours les défauts de ses qualités. C'est intense, c'est écrit avec les tripes, mais alors par contre, tu repasseras pour la grammaire, l'orthographe. Donc voilà, je me fais aider sur ces parties-là. Je vous raconte une bavure qui m'est arrivée il y a pas longtemps pour vous dire que je fais tout le temps des tests et je fais que rater des trucs en fait. Un test que j'ai fait sur ma marque personnelle qui a pas été concluant. J'ai demandé à ma content manager si elle pouvait me relayer sur ma messagerie LinkedIn et en fait répondre à mes messages. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tableau Excel avec des situations et je lui ai dit: «Bah, quand il y a tel en vrai, si vous réfléchissez bien, pour déléguer par exemple vos commentaires ou vos messages, privés, il y a toujours un peu 5 types de situations. C'est quelqu'un qui vous fait un retour d'expérience, c'est quelqu'un qui vous propose une invitation dans un podcast, c'est quelqu'un qui demande à passer dans votre podcast». Enfin, je lui ai mis en fait les archétypes. En général, vous en aurez entre 5 et 10, mais ça, c'est des choses où vous vous dites: «Bah, en fait, je pourrais peut-être le déléguer». Donc moi, je me suis dit: «Je vais essayer de déléguer mes messages privés LinkedIn», parce que autant en commentaire, j'arrivais à répondre, autant les messages privés, il y a un moment où, c'était devenu, trop difficile. Et en fait, j je suis pas prête à le faire parce que le problème, c'est que c'est quand même hyper important. Vos MP et vos commentaires, c'est quand même, il suffit que vous fassiez une bavure et potentiellement, ça vexe quelqu'un ou ça casse une relation, donc il faut vraiment faire attention. Et du coup, j'ai chargé, Loane, ma content manager, avec un brief précis. J'ai essayé de bien l'encadrer et il se trouve que j'ai retrouvé un message, où il y a quelqu'un qui me demande, en gros de passer, de passer dans son podcast.
Et du coup, j'ai un calendrier prévu pour ça où, du coup, je dis: «Bah, voilà, tu peux prendre rendez-vous ici», tout ça. Et Loane a voulu mettre un truc sympathique, mais comme quoi, en fait, personne n'est vous mieux que vous, donc faut faire attention. Du coup, elle a répondu à la personne: «Coucou, alors en ce moment, j'ai un planning de dingue», avec un smiley qui tire la langue, et du coup, «Tout ce que je peux te proposer, c'est ça». Et là, je me suis dit: «Waouh, en fait», tu vois, là où c'est difficile, c'est qu'en fait, derrière, ça dépend vraiment des perceptions. Mais moi, en fait, ma perception, c'est que jamais j'aurais écrit: «J'ai un planning de dingue», parce que je trouve que ça te met en position haute par rapport à ceux qui t'écrivent et c'est hyper bizarre de parler de soi comme ça. Et à côté de ça, chacun a une perception différente et tu vois, Loane, elle m'a dit: «Ah bah non, je trouve ça rigolo et tout». Donc voilà, il y a des choses Ouais. que vous pouvez déléguer et en vrai, vous placez le curseur comme vous le pouvez et c'est OK de faire des tests et c'est OK de vous ramasser. Et donc là, je me suis dit: «Ah, il y a quelqu'un qui a pensé que j'étais mal polie», donc j'ai rajouté un petit message en disant: «Coucou, j'en remets une couche sur, mon message d'avant, je serais vraiment ravie, de passer dans ton podcast, j'ai trop hâte que tu répondes et que tu bookes ton créneau». En fait, voilà, et c'est pas grave et je me suis dit: «Bon, bah, il y a quelqu'un qui va penser qu'effectivement, j'ai mis un message où je me la pète un peu, mais voilà, il y a rien qui est irréparable et je pense, c'est pour ça il faut faire vos tests et avancer en faisant. Caroline, depuis tout à l'heure, du coup, on parle quand même pas mal de LinkedIn, mais en fait, une marque personnelle, ça dépasse LinkedIn, ça dépasse les réseaux sociaux. Peut-être, on ne sait pas, dans 5 ans, LinkedIn n'existera plus, il y aura quelque chose d'autre. Et surtout, c'est quand même ancré dans le réel, même si les réseaux sociaux font partie de notre réalité. Est-ce que toi, tu recommandes, d'un point de vue professionnel, d'autres canaux à explorer que LinkedIn et ou le networking aussi à l'ancienne? Je sais que tu es assez, tu ambassadrice là-dessus aussi de tisser des liens dans le réel. À fond, évidemment que je recommande d'autres réseaux que LinkedIn. En vrai, il y a aucune réponse toute faite et LinkedIn, je pense que c'est pas fait pour n'importe qui. Tu vois, là, il y a une ruée vers YouTube. YouTube pour les podcasteurs, allez-y à fond les gars, hein. Je sais pas s'il y a des podcasteurs qui m'écoutent, mais le podcast vidéo, c'est le futur. Donc faut vraiment y aller et mettez vos pions maintenant. Je pense que LinkedIn, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est hyper top LinkedIn pour ceux qui, vraiment veulent cultiver leur réseau professionnel, connecter avec des pairs et tout ce qui est prospection, ça c'est canon. Mais tu vois, sur la partie création de contenu, évidemment que je vous dis, TikTok et YouTube à fond. Sur la partie, tu vois, pour tous ceux qui font, du coaching, ou qui potentiellement, éditent du contenu et sont plus sur des, tu vois, des bootcamps pour les femmes, des choses comme ça, un ton beaucoup plus, tribu, communautaire, bah, Instagram à fond. Tu vois, on parlait de Clotilde Dussoulier, Clotilde, sa grosse communauté, c'est Instagram et je pense qu'elle est Ouais. elle est beaucoup plus dans la mouvance Instagram que LinkedIn. Donc il y a pas de, tu vois, il y a vraiment, je te ferai une réponse d'arracheur dedans en disant LinkedIn, c'est top pour tout le monde. Cultivez votre monopole personnel. Si vous connaissez pas cette notion, allez regarder sur Google, c'est passionnant et pour tous ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, renseignez-vous sur le monopole personnel parce que je pense que ça va vous faire gagner des années de vie et voilà, il y a pas un seul réseau, c'est comment est-ce que vous créez des synergies, comment est-ce que vous racontez différentes facettes d'une même histoire et vous créez vos boucles de croissance pour, pouvoir vous créer, non pas une audience, mais une communauté, c'est-à-dire des gens qui parlent, qui échangent entre eux et l'effervescence qu'on veut tous atteindre. Merci beaucoup, Caroline. Je vais passer aux 3 dernières questions. La première, c'est s'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit aujourd'hui? Bah, évidemment la punchline, que tu as adorée, «Mieux vaut construire une marque autour de soi que de se construire autour d'une marque». Je pense que ça, c'est vraiment la boucle de tout l'épisode et j'espère qu'au terme de l'épisode, vous avez compris pourquoi la marque personnelle, c'est pas juste un truc pour vendre des formations sponsorisées CPF, mais c'est un vrai, outil de développement personnel. Yes, merci, Caroline pour la punchline. Il y en a une autre aussi qui permet aussi de décomplexer un petit peu. Alors je sais pas si je vais bien la dire, elle est de Paul Graham que tu as cité tout à l'heure, c'est, «Il vaut mieux, être aimé par, 100 personnes que suivi par, 1000 personnes qui t'aiment pas Mmh. trop», quoi. Ouais, Heu, c'est il le vaut début d'une mieux communauté, c'est toujours, 10 quoi, hein. Enfin, et si les gens t'aiment pas, ouais. bah, ça sert à rien, hein.
Ouais, il vaut mieux 100 personnes qui vous aiment vraiment que 1000 qui vous aiment un petit peu et honnêtement, il y a ce truc aussi dans la communauté de laisser de la place aux autres. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se plantent et qui disent: «Je sais pas pourquoi ce que je fais marche pas», mais en fait, ils laissent pas la place aux autres et je pense qu'être un bon influenceur, c'est avant tout savoir se laisser influencer et laisser une vraie grosse place aux autres, au feedback, à ses pairs, à d'autres experts, tu vois? C'est se dire: «OK, on ouvre le marché tous ensemble et il y a pas de compétition et quand je mets en valeur les autres, il y a rien qui m'est retiré et quand je partage une idée, elle prend en valeur, elle en perd pas et Mmh. ça, tu vois, faut lutter contre notre esprit latent, et essayer de, tu vois, avoir une approche beaucoup plus, holistique, j'ai envie de dire, du business et ça, c'est la confiance en soi, qui nous l'apprend donc gagner en confiance, ça permet de faire évoluer, ses relations à son marché, aux autres et à ses clients. Merci Caroline, et tu as partagé pas mal de sources d'inspiration. Est-ce que tu en as une dernière à partager? Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup, aidée et notamment pour le podcast, Mathieu, parce que, quand on a en général un side business podcast, c'est qu'on a tendance à être un peu multipotentiel, à aimer s'éparpiller, à être un peu, bah, le fameux, vous vous souvenez, touche à tout, touche à rien de l'entretien et il y a un bouquin qui m'a vraiment, personnellement développé, comme on pourrait dire, c'est, The One Thing, de Gary Keller et c'est un bouquin qui vous aide à mieux placer votre focus et qui donne une vraie leçon de développement, personnel et d'entrepreneuriat, que vous soyez indépendant ou, entrepreneur. C'est il vaut mieux soustraire au lieu d'additionner. On gagne en efficacité et ça va être un peu mon mantra cette année. Ce sera dans les notes de l'épisode. Work in Progress, c'est un, podcast sur le futur du travail. Qui, dans tes contacts, tu me recommanderais d'inviter? Le futur du travail, pour moi, j'ai 3 projets. Est-ce que je peux faire 3 invités? Bien sûr. Évidemment, la première personne qui m'inspire le plus, c'est Arnaud Gazet, mon cofondateur sur Refer et lui, ce qu'il est en train de craquer dans le monde du travail, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser son réseau, donc un autre actif qu'on travaille depuis la naissance. On commence à réseauter, en fait, à l'école maternelle, hein. On est toute la vie au contact des autres et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas mieux profiter de son carnet d'adresses? Ça, c'est, une vraie question et je pense que le monde du travail de demain, il va être, beaucoup plus, horizontal. Il va y avoir beaucoup de désintermédiation et je pense que les gens, vont être capables de créer plus d'alliances, plus de communautés entre pairs et c'est pour ça que j'investis beaucoup dans ce projet RFR et je crois très, très fort en le referral, ce levier de communication entre humains qui dit: «Bah, Mathieu, tu connais pas quelqu'un qui?» Voilà, le bouche à oreille tout simplement. La deuxième personne, c'est Fabien Ferreira. Fabien, il est juste en train de travailler sur l'économie des créateurs, pour, faire en sorte que justement, on puisse, vivre de sa passion. Donc ça, c'est encore un mot qui peut donner des petits frissons où on se dit: «Oh là là, c'est du bullshit» et en fait, c'est une réalité et toi, tu la vis avec ton podcast. C'est qu'en fait, maintenant, on est capable de monétiser nos hobbies, quoi. C'est un rêve qui devient réalité. C'est un peu comme si quand on était gosse, il y avait quelqu'un qui était passé, après qu'on ait joué 5 heures au Lego en disant: «Mais en fait, je t'achète ça, c'est une œuvre d'art et du coup, ça te permet d'acheter une seconde boîte de Lego. Enfin, c'est un peu la sensation que j'ai en tant que créatrice parfois. Donc voilà, Fabien, il est en train de sortir un projet qui s'appelle Le Shot et c'est un mec de génie, vraiment. Et je trouve il est pas assez entendu. Et la troisième personne que j'adore et je pense en plus, c'est aussi quelqu'un avec qui tu vas très bien t'entendre Mathieu, parce qu'il a un peu le même mindset que toi, c'est Thomas Rivol et Thomas, sur un autre secteur, moins dans l'économie des créateurs, mais dans la partie solo business. Il est en train de réinventer le monde du travail parce qu'il raconte en fait comment on fait pour lancer son solo business avec un côté, beaucoup plus vente. Donc je trouve que en fait, c'est 3 projets qui vont hyper bien ensemble et voilà, 3 invités, qui font partie de mes amis très proches et qui, évidemment répondront, présents pour ton podcast. Merci infiniment, Caroline, pour le partage. J'allais oublier la dernière question. Quelle est la meilleure manière de te suivre? Je sais qu'il y en a plein, mais la meilleure manière pour, t'envoyer des mots, des feedbacks? Pour m'envoyer des mots, évidemment, LinkedIn, vous savez maintenant que j'ai pas délégué ma messagerie, donc donc c'est l'occasion d'en profiter. Sauf si vous voyez que je vous réponds, j'ai un planning de dingue, auquel cas vous vous dites: «OK, salut Loane». En tout cas, LinkedIn évidemment et puis si vous aimez les trucs moins corpo, je poste plus, des blagues, des chaussures abandonnées dans la rue, mes photos de soirée avec Sale Mathieu, soirée. plutôt Instagram. Exactement, voilà et tout ça à mon nom, Caroline Mignot.
et sur LinkedIn et sur LinkedIn pour suivre les pépites que je reçois sur LinkedIn, les pires dossiers, ou pour partager les vôtres. Et c'est à mourir de rire. Merci infiniment, Caroline. Avec plaisir, Mathieu, et je te dis à très vite. Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, garantie 0 spam, 100% gratuit, je glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode, vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour, je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu@inprogress.pro, in progress tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.